Bonjour à tous. Depuis une dizaine d'années, ce que l'on appelle la gestion passive prend une place de plus en plus importante sur les marchés actions. Alors, on parle de trackers, d'ETF et autres ETP qui peuvent contenir des produits dérivés et parfois avec un effet de levier pour démultiplier les gains ou les pertes, rencontrent un succès de plus en plus grand auprès des investisseurs. Le principe est très simple, plus besoin de vous casser la tête à essayer de trouver des belles actions, des belles entreprises avec une valeur intrinsèque forte puisque vous vous contentez de répliquer les indices et de faire comme tout le monde. Donc vous minimisez les risques de vous planter et si vous vous plantez, vous vous planterez en même temps que tout le monde. Ça coûte moins cher et vous n'avez plus besoin de vous demander si votre gestionnaire est bon ou pas bon puisque de toute façon ce sera pareil pour tout le monde. Vous trouvez que l'idée est bonne? Eh ben, il faut vraiment qu'on en parle. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire et si possible, partagez la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup. Oh bah oui, je me suis toujours demandé ce que c'était qu'un ETF. Si j'ai bien compris, ça sert à répliquer un indice boursier. Bon alors comment ça marche ? Pour bien comprendre ce qu'est un ETF, il faut bien comprendre ce qu'est un indice boursier parce que bien souvent les ETF répliquent les indices boursiers. Alors un indice boursier, c'est simplement une liste de valeurs qui font référence pour mesurer la performance d'un secteur ou d'un pays. Le CAC 40, c'est une liste des 40 plus grosses entreprises françaises qui mesurent donc d'une certaine façon la performance de l'économie française. Et puis vous avez le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Puis vous avez aussi des indices beaucoup plus confidentiels, petits, comme le Next Biotech par exemple, qui mesure la performance des valeurs biotechnologiques en Europe. Donc quand on dit que la bourse a monté ou baissé, en réalité on parle de l'évolution d'un indice en particulier. Ah, du coup c'est facile, pour répliquer la performance du CAC 40, t'achètes toutes les actions du CAC 40. C'est à peu près ça, il faut aussi respecter le poids, la pondération de chaque action dans l'indice, parce que toutes ne comptent pas, ne contribuent pas à la valeur de l'indice de la même façon, mais l'idée c'est vraiment ça. Et ces ETF qui possèdent eux-mêmes les actions de l'indice qu'ils veulent répliquer, on appelle ça des ETF physiques. Mais alors un ETF c'est quoi exactement ? C'est simplement un fonds de gestion. La société de gestion Tartampion décide de créer un ETF qui réplique le CAC 40. À chaque fois qu'un client achète l'ETF CAC 40 Forever, la société Tartampion achète l'équivalent de toutes les sociétés du CAC 40 pour répliquer l'indice et à ce moment-là, elle peut vendre des parts aux clients qui se retrouvent propriétaires d'un petit bout de cet ETF. Ok, et quand j'en ai marre et que je veux sortir du fonds, la société revend des titres pour me rendre mon argent. C'est le principe. Mais il n'y a pas que les ETF physiques, il y a aussi ce qu'on appelle les ETF synthétiques qui utilisent des contrats à terme pour répliquer certains indices. Synthétique, contrat à terme, fonds de gestion, tu sais quoi? Ça me fait penser ce vocabulaire à des produits dérivés. Tout à fait, les ETF synthétiques utilisent des produits dérivés et notamment des contrats d'échange de performance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit dérivé qui permet d'augmenter l'effet de levier ou alors de mieux coller à certains indices qui sont pas forcément très liquides. Si tu peux préciser ce que c'est que la liquidité d'un marché aussi, ça m'arrangerait. On dit qu'un marché est liquide dès l'instant qu'on peut acheter et vendre facilement, très rapidement, sans faire bouger trop le cours de l'action en moyenne. Et par exemple, le marché du dollar est un marché très liquide parce que vous pouvez investir quelques milliards d'euros sur le marché du dollar sans faire décaler les cours du dollar, ne serait-ce que d'un pouillème. Si on prend par exemple les marchés, ce qu'on appelle des small caps, donc des PME pour faire simple, lorsque vous commencez à investir 20 000, 50 000, 100 000 euros, là déjà vous ressentez la variation sur le cours de l'action par l'effet que vous exercez avec votre ordre d'achat ou de vente. Dans le cas des indices qui contiennent des actions qui sont peu liquides, justement un ETF avec des produits dérivés va pouvoir vous permettre de mieux coller à l'indice sans faire décaler les cours. Ah c'est plutôt une bonne idée alors. Oui, enfin comme je le dis régulièrement, toutes les mauvaises idées à la base étaient bonnes. Bon dis-nous ce qui va pas.
Le problème quand on utilise des produits dérivés, c'est que tout devient très vite compliqué. Du coup, il y a de moins en moins de personnes qui comprennent réellement ce qui se passe. Et c'est dans ces endroits et dans ces moments que les horreurs prennent forme, comme la crise des subprimes par exemple. Si vous voulez mieux comprendre ce qu'est un produit dérivé, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet ici. Bref, pour résumer, ces ETF s'exposent très vite à ce que l'on appelle un risque de contrepartie. C'est-à-dire que si votre ETF prend des produits dérivés auprès de la banque machin et que la banque machin fait faillite, votre ETF a fait faillite et ses clients se retrouveront très probablement ruinés ou alors avec une décote très importante. Dans ces conditions, c'est la maîtrise du risque qui vous échappe. Et puis les ETF, ils posent un problème plus large de fond, puisqu'ils cherchent à répliquer la performance d'une liste d'actions. On peut se demander comment sont cotées les actions. Oh c'est la musique habituelle, il y a des acheteurs, des vendeurs, et puis lorsqu'ils trouvent un prix commun qui leur convient, ils font un échange, et puis la valeur d'une action, c'est ça en fait, c'est le dernier échange qui a été fait entre un vendeur et un acheteur. Très bien, du coup pour que le marché découvre le prix d'une action, il est nécessaire que les vendeurs potentiels et les acheteurs potentiels réfléchissent, analysent, se posent toute une série de questions pour savoir quelle est la valeur d'une entreprise. Ah oui, je vois. Si tout le monde utilise des ETF, qui va se poser la question de savoir combien vaut une action? C'est embêtant, ouais. Ben oui, plutôt, parce qu'en réalité, si le coût des gestions passives est aussi faible, c'est tout simplement parce que les fonds qui font de la gestion passive parasitent le travail des gestionnaires actifs qui, eux, réfléchissent à la valeur des choses. Parasite, t'y vas un peu fort quand même, parce que c'est vrai qu'ils contribuent pas, mais ils embêtent personne non plus. Pas si vite, parce que plus on utilise d'ETF et plus ça a un impact significatif sur le marché. Dans le premier cas, pour les ETF physiques, ça va faire augmenter les variations à la hausse ou à la baisse du marché. Donc c'est une augmentation de la volatilité qui n'a pas d'utilité particulière. Si vous ne savez pas ce que c'est que la volatilité, on explique tout ça ici. Et puis si vous utilisez des ETF synthétiques à ce moment-là, vous allez faire courir des risques de contrepartie, donc de faillite sur le système, donc vous allez fragiliser le système dans son ensemble. Donc c'est tout sauf neutre. Ah oui, systémique, carrément. Oui, systémique, parce que si ces ETF ne sont pas chers en gestion, c'est parce qu'ils sont gérés par des algorithmes, par des logiciels. Et on ne connaît pas l'impact de l'arrivée massive d'une prise de décision automatisée sur des marchés qui ont de gros volumes et qui s'échangent des ordres à la microseconde. Que va-t-il se passer le jour où un indice majeur comme le CAC 40, le S&P ou autre craque de 30%? Est-ce que tous ces algorithmes vont répliquer à la baisse la même chose comme on leur a demandé? Et à ce moment-là, c'est pas 30%, mais peut-être 40, 50, on n'en sait rien. Est-ce que ces algos vont rentrer en résonance jusqu'à crasher complètement le système? On ne sait pas du tout comment ça va se gérer. Et habituellement, quand un indice décroche fortement, on a pour habitude de débrancher la machine. On stoppe la cotation, tout le monde reprend son sang-froid et ensuite on remet en route. Mais là, on parle bien d'échanges qui se font dans la microseconde et dans des quantités, dans des volumes qui sont astronomiques. Donc on ne sait pas ce que ça va produire. Vu que ces instruments financiers sont présents en très grande quantité sur les marchés, qu'ils utilisent des produits dérivés et que ces produits dérivés se retrouvent souvent dans le bilan, dans le hors-bilan des banques, comment ça va se passer le jour où une banque ne peut plus honorer ses contrats sur ses produits dérivés parce qu'elle a fait faillite ou parce qu'elle est renationalisée, recapitalisée ou quoi qu'est-ce? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça accroît le risque sur le système. Et puis en termes de gestion de mandat, c'est complètement déresponsabilisant parce que le jour où les indices montent, vous allez même pas voir votre gérant puisque c'est normal, il réplique l'indice. Et le jour où les indices chutent, votre gérant vous dira écoutez, moi c'est pas moi, moi je réplique l'indice bêtement, donc le truc je le touche même pas puisque c'est un ordinateur qui s'en occupe. C'est sûr que c'est confortable pour le gestionnaire, parce que lui, il prend toujours ses commissions. Mais au final, plus personne ne réfléchit. Et quand plus personne ne réfléchit, surtout sur les marchés financiers, là, on peut se dire qu'on prend pas la bonne pente. Attends, tu es sûr de ça que ça se généralise? Le Wall Street Journal a publié des statistiques très intéressantes sur ce sujet. Il montre qu'entre 2009 et 2018, il y a eu 2000 milliards qui se sont désinvestis des fonds en gestion active et qu'il y a 2500 milliards qui se sont investis dans les fonds en gestion passive. Donc oui, c'est complètement significatif parce que les fonds de gestion représentent environ 30 000 milliards de dollars.
C'est bien pour ça que l'on apprend que la SEC, la SEC, le gendarme boursier américain, commence à s'inquiéter des risques que font peser ces instruments sur le système financier mondial. Et franchement, lorsque le gendarme de la bourse américain commence à s'inquiéter, c'est qu'en général, on a déjà bien les deux pieds dedans. Alors non, investir dans des ETF, ce n'est ni responsable ni moral. C'est confortable, mais c'est quelque chose de très différent, et ce, jusqu'à ce que ça tourne mal. C'est pour ça que sur ma chaîne, en ce moment, j'invite quelqu'un comme Guillaume Rouvier pour nous parler de la gestion active, la gestion à papa, la vraie qui a fait ses preuves, où l'on se demande combien vaut une action, combien vaut ce titre, est-ce qu'il a un projet à long terme d'entreprise, de création de richesse, parce que là, effectivement, vous achetez quelque chose de bien réel, un projet d'entreprise, et ensuite vous prenez vos risques, parce que la vie, pour réussir, c'est prendre des risques. Et oui, trouver des personnes en qui vous pouvez avoir confiance parce qu'elles sont compétentes dans l'analyse financière, c'est pas simple. Mais en même temps, si on pouvait gagner de l'argent simplement sans se fatiguer, depuis le temps ça se saurait franchement. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous ici en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu dès que je sors un nouvel épisode. Et pour vous protéger de la nouvelle crise financière qui arrive, téléchargez mon kit anti-crise gratuitement en cliquant ici.